Bienvenue dans Conservation Journey, le podcast qui laisse la parole aux personnes et aux organisations engagées pour la préservation de la faune et de la flore sauvage. Aujourd'hui, je laisse la parole à Megan, soigneuse en centre de soins pour la faune sauvage. Bonne écoute. Bonjour à tous, je suis Megan, soigneuse en centre de soins pour la faune sauvage. Actuellement, je suis pas en poste, j'attends en fait une validation de visa pour aller travailler en Angleterre. Merci Émilie pour cette petite intervention parce que je pense que j'aurais aimé avoir ce live quand j'étais un peu dans le doute. Donc je suis là pour vous parler donc du centre de soins pour la faune sauvage. Bon, pour ceux qui savent pas ce qu'est un centre de soins pour la faune sauvage, c'est une structure en fait qui est habilitée à détenir provisoirement, donc ça c'est un terme qui est important, provisoirement, c'est-à-dire qu'on va récupérer des animaux sauvages qui ont été récupérés blessés dans la nature, dans le but de pouvoir les relâcher dans leur milieu naturel. Donc l'objectif d'un centre de soins, c'est par exemple accueillir un animal sauvage en détresse, lui prodiguer des soins. Et ensuite, on va avoir des volières spécifiques ou des endroits particuliers en fonction des espèces pour pouvoir les rééduquer. Donc, par exemple, si on accueille un oiseau qui se fait une fracture, la volière va lui permettre de se remuscler, de pouvoir se réhabituer à voler. Et donc ensuite, le but ultime d'un centre de sauvegarde, c'est de pouvoir les relâcher dans leur milieu naturel. Et ça, c'est un point assez important parce que si c'est pas possible, qu'il ne peut pas survivre lui-même dans la nature, bah c'est pas possible de pouvoir le relâcher. C'est une structure qui est hyper réglementée parce qu'il y a besoin d'une autorisation d'ouverture et il y a besoin d'un capacitaire qui possède un certificat de capacité. Le certificat de capacité, c'est important parce que ça permet au centre de soins de pouvoir dire que on a une personne qui est en fait habilitée à soigner et à savoir tous les besoins de certaines espèces. Justement, en plus, je suis en train d'essayer de comprendre un petit peu tout le process pour pouvoir le passer moi-même. Donc, je suis en plein dedans. Donc, le certificat de capacité, comme je disais, c'est en fait une reconnaissance de compétences à un instant T vis-à-vis des espèces particulières. Donc, c'est pour ça que certains centres de soins peuvent récupérer que certaines espèces. Donc, on peut avoir des centres de soins qui sont spécialisés pour les hérissons, d'autres pour seulement les oiseaux, d'autres seulement pour les pigeons. On peut avoir aussi des centres de soins qui récupèrent les reptiles. Donc voilà, c'est ce qui va vraiment permettre aux centres de soins de récupérer certaines espèces. Je voulais aussi parler du fait que dans un centre de soins, on peut, on va dire, sauver, ça dépend, le pourcentage dépend vraiment de la structure, mais on arrive à sauver quand même 50% des espèces sauvages qu'on récupère. Tout dépend de l'état de gravité en fait qu'on peut avoir. Donc certains animaux des fois arrivent dans des états assez pitoyables. Donc c'est pas possible de pouvoir les sauver, même avec tout le pouvoir qu'on peut avoir. Ça, c'était quand même important parce que quand on travaille en centre de soins, on est quand même assez régulièrement face à la mort. Le certificat de capacité, je pense que c'est en fait le diplôme entre guillemets le plus haut qu'on peut obtenir pour travailler en centre de soins parce qu'en fait, vous allez être le responsable du centre de soins. Donc, c'est vous qui allez être responsable de tout ce qui va se passer en centre de soins, que ce soit pour prendre des décisions de relâcher. Après, le certificat de capacité, c'est un dossier en fait que vous montez. C'est un dossier où vous avez énormément d'informations par rapport aux espèces que vous voulez avoir dans votre centre de soins. Et aussi, vous avez un projet à mettre en place, donc un projet existant ou un projet imaginaire pour améliorer par exemple un centre de soins ou alors mettre en place un centre de soins. J'en profite pour parler de Faune et Savoir. C'est en fait une dame qui vous permet de vous aider à monter un certificat de capacité et elle fait aussi énormément de formations autres. Donc là par exemple, moi j'ai terminé la formation sur la réglementation parce qu'il y a énormément de choses à savoir sur la réglementation au centre de soins. C'est aussi des questions qu'on peut vous poser pour le certificat de capacité. Donc voilà, et elle aide aussi les gens
à monter le certificat de capacité. Donc, si jamais vous avez des questions et que ça vous intéresse, n'hésitez pas à voir, c'est fun et savoir. Et donc, du coup, pour revenir sur le certificat de capacité, donc c'est un dossier à monter. Ça prend quand même pas mal de temps. Et ensuite, une fois que ce dossier a été autorisé, on va dire que ça a été OK pour dire que la personne qui l'a monté a toutes les informations nécessaires. Vous passez un grand oral devant plusieurs personnes, des vétérinaires, des responsables de parcs animaliers. Et c'est eux qui vont pouvoir en fait juger votre capacité à voir si vous avez les compétences nécessaires pour soigner les espèces que vous avez demandées dans votre dossier. Voilà. Qu'arrive-t-il aux animaux que l'on arrive à garder en vie, mais plus à relâcher? Le centre les garde ou ils vont dans une nouvelle structure? Alors ça aussi, c'est réglementé. Ça dépend de l'espèce, ça dépend aussi de l'éthique. La plupart du temps, les animaux en fait qu'on n'arrive pas à relâcher, on abrège leur souffrance. Mais après, il y a certaines espèces qui peuvent être replacées dans certains endroits, mais ça dépend vraiment de la situation. Voilà. Je voulais parler du médiateur faune sauvage et ça c'est important aussi de le rappeler. C'est un peu le début de la chaîne. Une fois qu'on trouve un animal sauvage en détresse, quand on appelle un centre de soins, on tombe sur la personne qui répond au téléphone. Donc ça peut être, en fonction des centres de soins, ça peut être un soigneur, mais ça peut être aussi un métier à part entière. Donc en fait, c'est la première personne qui va permettre de filtrer et de décider en fait si l'animal il est réellement en détresse. Donc c'est un élément assez important pour pouvoir en juger parce que des fois en fait, notamment là on est en pleine période estivale, c'est totalement normal de pouvoir voir par exemple un petit lièvre qui n'est pas blessé tout seul dans la nature. Et il y a beaucoup de personnes qui récupèrent des animaux en pensant bien faire. Donc voilà, c'est super important. Le médiateur faune sauvage, il va donner des conseils, il va pouvoir demander par exemple s'il y a besoin de replacement, essayer avant de le ramener au centre de soins et c'est lui qui va juger si oui ou non il y a besoin d'un rapatriement en urgence vers le centre de soins le plus proche. Et c'est lui aussi des fois qui va permettre d'organiser tout ce rapatriement. J'en parle parce que c'est important. En ce moment, vu qu'on est dans la période estivale, il y a pas mal de postes qui s'ouvrent pour des soigneurs en centre de soins, mais il y a aussi des postes qui s'ouvrent pour médiateurs faune sauvage. Donc, c'est important de savoir que ce métier existe aussi. Ensuite, un soigneur en centre de soins, le soin proprement dit, ça représente, je dirais, 20%, puisqu'il est important de le rappeler qu'on travaille en fait avec des animaux qui sont sauvages. Donc, le but, c'est vraiment de limiter au maximum notre contact avec eux, afin de limiter au maximum le stress. Déjà, premièrement, et aussi d'éviter toute imprégnation, puisque, comme je le rappelle, le but, c'est vraiment de pouvoir les relâcher dans leur milieu naturel. En tant que soigneur, on va être amené, par exemple, pour les soins, à être amené à faire des piqûres, des désinfections de plaies, des bandages, assister le vétérinaire. Et ça peut être aussi d'autres compétences comme de la communication, manager une équipe de bénévoles. Voilà, donc du coup, on est amené à être un peu polyvalent en centre de soins. De pouvoir manager une équipe, mettre en place des plannings et surtout une grosse partie de nettoyage. Voilà, donc veiller à l'hygiène, préparer leur nourriture. Comment ça se passe dans la manipulation des animaux? Car je sais qu'on ne doit pas les habituer à la présence de l'homme. Ouais, bah exactement. C'est exactement ce que je disais tout à l'heure. En fait, on limite vraiment au maximum notre contact avec les animaux puisque le but, c'est vraiment d'éviter de les stresser. L'homme, pour eux, ils n'ont pas du tout l'habitude de vivre avec nous, enfermés dans un endroit et surtout d'être dans une position un peu de faiblesse parce qu'ils ont une aile cassée, par exemple, ou une patte cassée. Donc nous, on est vraiment considérés comme une menace pour eux, comme un prédateur. Donc déjà, le fait d'être en présence de nous, à proximité, de nous entendre parler, qu'on les manipule, ça les stresse vraiment beaucoup. Donc comment ça se passe dans la manipulation? Donc déjà, en fonction des espèces, on a des contentions qui sont différentes. En fonction des centres de soins aussi, on peut avoir des conditions différentes de contention, comme par exemple, il y en a qui utilisent la méthode de la serviette pour cacher la tête, limiter au maximum le fait de nous voir. On parle vraiment pas. Le but, c'est vraiment pas de les caresser, c'est vraiment pas de les chouchouter. Même parfois, on se déguise pour pouvoir en fait se déshumaniser, on va dire, d'effacer la silhouette humaine.
Le but, c'est vraiment de limiter au maximum notre contact avec eux. Donc, en fait, on les récupère seulement pour pouvoir les peser, pour pouvoir faire leurs soins. Et sinon, la plupart du temps, en fait, on essaie de les observer. Et d'ailleurs, c'est une des qualités très, très importantes pour un soigneur, c'est vraiment l'observation. Parce que, comme un vétérinaire, on va dire, l'animal, il parle pas, il arrive mal en point. Et donc, du coup, c'est à nous de pouvoir, grâce au diagnostic, savoir ce qui lui est arrivé, qu'est-ce qu'il a, et de pouvoir observer tout au long de sa période on va dire, son séjour au centre de soins, comment il va? Est-ce qu'il a un comportement avec un trouble neurologique? Est-ce qu'on voit qu'il a un comportement un peu plus faible? Est-ce qu'il a le plumage, par exemple, si c'est un oiseau, est-ce qu'il a le plumage un peu ébouriffé? Donc, vraiment, le sens de l'observation en étant soigneur, c'est très, très important. Est-ce que les animaux qui ont des maladies peuvent les refiler aux soigneurs? Et est-ce que vous êtes couvert si vous attrapez des bactéries? Oui, on peut attraper des maladies, c'est ce qu'on appelle des zoonoses, puisqu'on travaille avec des animaux qui sont soit qui arrivent parasités, qui arrivent malades. Puis c'est des animaux qui sont aussi certains parasités de manière naturelle. Donc oui, on peut attraper des zoonoses, mais c'est pour ça que les centres de soins sont quand même très réglementés pour ça, pour éviter en fait problème. Donc, on a des protocoles très stricts, on a des règles d'hygiène très strictes. En fonction de certaines espèces, on a en fait des équipements de protection individuelle particuliers. Donc, on a des gants, on a des gants de protection aussi, des gants en cuir, on porte des masques. Et voilà, les règles d'hygiène, en règle générale, c'est principalement les mêmes chez tout le monde, chez tous les centres de soins, parce que c'est de la réglementation. Après, ça peut aussi varier, certains protocoles pour certaines espèces en fonction des centres de soins. Après, moi, par exemple, là où j'en parlerai après, mais j'ai eu un poste où j'étais dans l'obligation d'avoir, enfin, c'était conseillé, très fortement conseillé d'avoir le vaccin contre la rage parce que j'étais amenée à pouvoir manipuler des chauves-souris et des renards. C'est pour ça que c'est quand même conseillé parce qu'au moins, on limite au maximum le risque. Donc voilà, j'ai fait le vaccin contre la rage et là c'est bon, je suis immunisée pour 2 ans. J'ai fait tous les vaccins, donc c'est 3 vaccins à des intervalles particuliers. Je sais plus, je crois que c'est 7, 21 ou 15, 21, un truc comme ça. Et après, tu as un rappel au bout d'un an. Il faut savoir que c'est un vaccin qui coûte quand même super cher. Donc, si vous êtes employé par une structure, c'est toujours mieux parce que généralement, vous pouvez avoir une petite aide et peut-être aussi votre mutuelle peut vous aider. Moi, j'ai payé entre 70 et 80 € le vaccin. Voilà. Mais bon, au moins maintenant, je suis protégée et je peux travailler du coup avec les animaux qui peuvent être porteurs potentiels de rage. C'est quand même très conseillé, très fortement conseillé quand on veut continuer à travailler avec la faune sauvage. Les chauves-souris, dans un autre centre de soins, on devait absolument porter un masque parce qu'on peut aussi nous refiler des maladies aux animaux. J'aimerais bien savoir si ce secteur est bouché ou s'il y a un espoir d'être soigneur en centre de soins. Ça, c'est une question super intéressante. Et vous allez voir, en fait, dans mon parcours, je change énormément de structure rapidement. Parce que oui, c'est quand même un secteur qui est compliqué. Alors, déjà, il faut le rappeler, les centres de sauvegarde, donc il y en a une centaine en France. Vous pouvez retrouver sur Internet un PDF avec tous les centres de soins qui sont actifs à l'heure actuelle dans la France. Et il y a aussi un autre centre de soins qui a fait une carte interactive. Donc vous pouvez voir à proximité de chez vous quel est le centre de soins le plus proche. Je pense que c'est super important déjà pour savoir si vous voulez faire du bénévolat par exemple à proximité de chez vous. Vous avez la carte et aussi pour pouvoir en informer le maximum de personnes parce que dans mon entourage, moi à chaque fois que j'en parle, personne sait. Et après il me semble qu'il y a la LPO aussi qui a fait un PDF par département si je ne me trompe pas. Et vous avez toutes les informations avec les espèces qu'ils peuvent prendre en charge, les départements aussi qui couvrent, et les numéros et les informations aussi complémentaires s'il faut laisser un SMS par exemple sur un portable. Donc voilà, c'est super chouette. Donc pour revenir à est-ce que c'est un secteur bouché? Alors, il faut rappeler que les centres de sauvegarde en France, la plupart, c'est des associations. Donc ils fonctionnent par le biais de dons et de bénévolat. Donc c'est vrai que la question de financement déjà est quand même assez compliquée. Donc il y a
pas beaucoup de salariés des fois dans un centre de soins. Alors tout dépend de la structure, bien évidemment. J'ai fait plusieurs centres de soins et il y en a, par exemple, il y en a un qui était géré par un département. Donc voilà, ça dépend vraiment des moyens financiers de la structure, mais c'est vrai que c'est très compliqué d'avoir un poste parce que, étant donné qu'il y a peu de moyens, c'est très compliqué de pouvoir rester dans la structure. Donc ce qu'ils proposent, c'est des contrats qu'on appelle les contrats PEC. Donc c'est des contrats en fait qui sont avec Pôle emploi. Donc en fait la structure proprement dit sort pas beaucoup d'argent et c'est Pôle emploi en fait qui aide. Et c'est vrai que c'est avantageux pour les centres de soins de pouvoir avoir ce genre de personnes. Sauf que c'est des contrats qui sont généralement d'1 an ou un petit peu moins. Et du coup, c'est vrai qu'une fois qu'on a fait ce contrat PEC dans la structure, ils peuvent pas forcément nous permettre de rester. Ou alors, c'est des contrats qui vont s'ouvrir pendant une période en particulier qui est la saison estivale. Donc là, on est en plein dedans, on va avoir plein de postes qui vont sortir parce que c'est la période où tous les migrateurs sont revenus, tous les animaux qui hibernaient sont sortis d'hibernation et en fait, tout le monde se retrouve pour faire des bébés. Et donc, les centres de soins commencent à être pas mal saturés parce qu'on a beaucoup d'orphelins et de problèmes vis-à-vis pour une quelconque raison. On se retrouve avec des petits. Et les petits demandent énormément d'attention, des nourrissages très réguliers, une attention particulière. Il y a même des nourrissages de nuit. Donc, c'est vrai que... Et il y a beaucoup plus, du coup, d'espèces qui arrivent. Donc, c'est vrai que les postes s'ouvrent principalement pour des CDD de courte durée pendant la période estivale. Donc, c'est vrai que c'est quand même assez compliqué de trouver un poste périn. Les places, elles sont très chères. Et du coup, c'est compliqué de faire sa petite place. Mais on en reviendra pour savoir un petit peu les conseils. Mais en fait, je pense que ce qui prime, c'est vraiment l'expérience. On en reviendra, mais pour moi, l'expérience, ça prime dans les centres de soins. Plus vous faites de centres de soins, plus vous avez la chance de pouvoir vous créer des réseaux. Comment devenir soigneuse en centre de soins? C'est une très bonne question, tu as raison, en fait, j'aurais dû peut-être commencer par ça. Il n'y a pas de formation proprement dit, c'est-à-dire qu'en fait, pour devenir soigneuse en centre de sauvegarde pour la faune sauvage, c'est l'expérience qui prime. Donc, il faut pouvoir avoir le maximum d'expérience dans diverses structures si c'est possible pour vous, parce que du coup, vous allez pouvoir voir plein de choses et pouvoir mettre plein d'idées en place dans les structures que vous allez faire. Plus vous avez de l'expérience, plus vous allez faire du réseau aussi, et plus vous allez pouvoir avoir la chance d'avoir un poste derrière. Il y a beaucoup de personnes qui ont des postes suite à, par exemple, du bénévolat ou suite à un service civique. Et du coup, derrière, vous savez que vous connaissez la personne qui a été en stage ou en bénévole ou en service civique. Et du coup, vous savez que vous pouvez être employé si vous avez fait du bon boulot et qui recherche. Donc, voilà, il n'y a pas de parcours type. Puis, je vais peut-être passer à mon parcours, comment on fait pour en arriver là. Alors, quand on veut travailler avec les animaux, les figures de référence qu'on a, c'est vétérinaire ou soigneur en zoo. Donc, moi, depuis que je suis toute petite, je sais que je veux travailler auprès des animaux. Ça, c'était certain. Donc, j'ai fait un bac scientifique. Et ensuite, j'avais comme figure de référence vétérinaire. Donc, je savais que je voulais travailler avec les animaux, donc vétérinaire. J'avais aucun autre exemple, en fait, de métier en rapport avec les animaux. J'avais même envisager potentiellement zoologiste et éthologue, mais c'était pas forcément ce que je voulais. Donc je me suis dit, je vais orienter mes études de manière à être vétérinaire. Donc je sais pas si vous savez un petit peu comment on devient vétérinaire, mais on a plusieurs concours. On peut avoir des endroits où on peut passer par la fac, des endroits où on peut passer par une prépa en particulier, prépa BCPST juste après le bac. Et moi, en fait, je voulais pas faire cette prépa parce que je me suis dit, si jamais j'arrive pas à avoir mon concours, je me retrouverai sans rien. Et la prépa, elle dure 2 ans, mais si vous redoublez, ça peut durer 3, 4 ans. Donc, j'avais pas envie de me retrouver sans rien. Donc, j'ai opté pour la prépa ATS Bio. En fait, vous passez le concours
Ça, c'est l'avantage, ingénieur et vétérinaire. Donc voilà, on peut passer les 2 et c'est, en passant par le concours C. Et en fait, la particularité de cette prépa, c'est qu'en fait, vous devez, pour entrer dans cette prépa, avoir un BTS ou un DUT. Et donc du coup, moi, c'était vraiment mon but. Si j'avais pas mon concours, je pouvais obtenir, mon BTS, en amont. J'avais quand même un diplôme en poche. Et donc du coup, j'ai fait le BTS Anabiotech. Donc pour ceux qui connaissent pas, c'est, un BTS qui, permet, des analyses en biologie, microbiologie, biotechnologie. Donc c'est un BTS qui permet, de travailler principalement en laboratoire. Donc suite à ça, j'ai accédé à la prépa ATS Bio. Ça a duré 1 an cette prépa et le truc c'est que, j'ai pas eu mon concours. Donc là, mon monde s'est écroulé puisque du coup, le seul métier que je voulais faire en rapport avec les animaux, c'était vétérinaire et j'ai pas pu l'obtenir parce que, j'avais pas entre guillemets «le niveau», nécessaire. Donc là, j'avais réfléchi pour faire potentiellement une formation d'éthologue. Je me suis dit peut-être faire ingénieur naturaliste. Et donc c'est pour ça que naturellement, je me suis orientée vers la licence de biologie. Et il faut savoir en fait qu'on a des passerelles en fonction du dossier qui permettent d'accéder directement en 2e année par exemple ou en 3e année de licence de biologie. Et vu que j'avais quand même un bon dossier, ça m'a permis d'aller directement en 3e année de licence de biologie que j'ai fait à Grenoble. Et donc là, d'abord mon rêve s'était écroulé parce que je savais plus du tout ce que je voulais faire, mais aussi parce qu'on a cette notion du fait que la société veut qu'on fasse le plus d'études possibles pour être reconnu. Et du coup, il y avait un peu cette forme de... Ouais, je me sentais un peu faible finalement de pas avoir réussi. Et donc pendant cette année de licence, j'ai rencontré une fille, d'ailleurs Valentina si tu passes par là. Ça a été un peu grâce à elle que j'ai pu connaître les centres de soins parce que je n'avais jamais entendu parler d'un centre de soins auparavant. Et donc Valentina, qui était ma copine de licence, me dit, ma pote de licence à côté, un jour me dit: «Ah mais t'aimes bien les animaux, il faudrait que tu viennes avec moi, je fais du bénévolat dans un centre de soins à proximité». Donc pour ceux qui connaissent pas, c'est le Ticodrome Auga, qui est un centre de soins à proximité de Grenoble. Et donc du coup, j'ai envoyé un mail, j'ai demandé de faire 1 semaine de bénévolat pendant ma période de vacances scolaires. Et je suis partie faire du bénévolat là-bas et ça a été vraiment la révélation parce que je me suis rendu compte que en fait c'était exactement ce que je cherchais dans le métier de mes rêves en fait. C'était cette part activiste vis-à-vis des écosystèmes, d'avoir un impact sur les écosystèmes. C'était vraiment ce que je recherchais. J'avais envie de pouvoir être très utile et surtout ça me permettait aussi de pas un peu m'excuser vis-à-vis de ce qu'on était en train de faire à la faune, de dérégler un peu les écosystèmes, j'avais envie d'œuvrer au quotidien pour une cause qui m'importait énormément. Et c'est ce que j'ai pu retrouver dans ce métier-là. Parce qu'il faut savoir que dans 90% des cas, les animaux qu'on récupère en centre de soins, c'est à cause de nous, à cause de collisions routières, collisions de vitres, collisions sur, par exemple, les prédations de chats. Donc c'est quand même à cause de nous. Et donc j'avais vraiment envie de réparer l'erreur humaine, quoi. Et c'est ce que j'ai trouvé super intéressant pendant ma période de bénévolat. Et c'est là où je me suis rendu compte que c'était le métier que je voulais faire. Et comme la question sur le dessus, est-ce que c'est compliqué de pouvoir se faire une place? Du coup, oui, j'ai quand même un peu eu des difficultés. Et encore à l'heure actuelle, j'ai des contrats par-ci, par-là. Mais c'est toujours des expériences à prendre. Donc suite à ça, j'ai fait un service civique à l'endroit où je faisais mon bénévolat. Donc à l'époque, c'était pas encore, on n'en parlait pas trop du service civique. Donc, mais franchement, si je peux vous conseiller de faire un service civique, ça a été une des meilleures décisions de ma vie en fait, parce que ça m'a permis premièrement de savoir que c'était exactement le métier que je voulais faire. Et surtout, on va dire que ça a été un peu un tremplin professionnel parce que ça m'a vraiment permis d'avoir des ouvertures sur certains contrats. Parce que quand vous êtes un service civique en centre de soins, ça dépend aussi beaucoup de la structure dans laquelle vous faites, dans quel centre de soins, mais la plupart du temps, vous avez quand même beaucoup de responsabilités. Et pendant 8 mois, vous pouvez apprendre beaucoup de choses. Et moi, je pense que j'ai eu une des meilleures formations au Ticodrome
avec des validations au fur et à mesure pour voir mon évolution, des validations de gestes, validations de sous-cutané par exemple. Et ça, c'est des compétences que j'ai pu remettre à contribution dans mes expériences professionnelles suivantes. Donc j'ai fini mon service civique au Ticodrome. Et suite à ça, j'avais pas envie de rentrer directement dans la vie active. J'avais envie de voir un peu comment ça se passait ailleurs. Et ça, c'est aussi un autre conseil que je vous conseille. C'est vraiment d'avoir le maximum d'expérience, de voir comment un peu ça se passe ailleurs pour pouvoir comparer les prises en charge, les protocoles. Vous allez toujours aller dans un endroit où ça va être différent. Et c'est ça qui est hyper enrichissant, c'est que vous allez pouvoir avoir tout un panel de connaissances que vous allez pouvoir remettre à contribution en fonction des expériences professionnelles, pas forcément dans des centres de soins, mais même si vous travaillez dans des refuges ou autres, toutes les expériences que vous pouvez avoir sont hyper enrichissantes. Et donc là, j'ai fait un woofing. Alors, je sais pas, pour ceux qui connaissent pas ce qui est un woofing, c'est ce qu'on appelle aussi le walk-away. Donc, en fait, c'est un concept qui permet d'aller travailler donc soit à l'étranger, soit en France. On peut avoir aussi des missions en France. D'aller travailler dans une structure où vous allez être logé, nourri, blanchi. Et en contrepartie, vous donnez de votre temps des heures de travail. Donc, vous pouvez avoir toutes sortes de projets. Ça peut être construire des bâtiments, ça peut être dans la permaculture, ça peut être dans le domaine animalier, par exemple, vaccination de chiens en Grèce. Voilà, ça peut être toutes sortes de projets. Et moi, j'avais envie de travailler dans une ferme. Alors, pourquoi, je sais pas, juste j'avais envie de voir autre chose. Et donc, j'ai travaillé dans une ferme pendant 4 mois au Pays de Galles, où j'ai pu avoir la gestion complète de la ferme, donc qui faisait un élevage de moutons, cochons, chevaux, et je pouvais en fait m'occuper des animaux, prodiguer des soins aussi. Et c'était pendant la période de mise bas des bébés, donc j'ai pu aider à biberonner, à aider pour les mises bas. Et tout ça, c'est plein de compétences que j'ai pu remettre à contribution dans mes expériences. Ça m'a vraiment permis de prendre aussi confiance en moi et d'apprendre plein de choses. Et surtout de perfectionner mon anglais aussi, qui est quand même assez important quand on veut lire des articles scientifiques. Donc voilà, je suis partie au Pays de Galles. Ensuite, j'avais envie de voir comment ça allait se passer dans d'autres centres de soins. Donc je suis partie faire 1 mois de bénévolat au Chêne, qui se situe un peu dans le nord de la France. Et là, pareil, tout à l'heure, je vous parlais que le service civique, ça permettait d'avoir un peu un tremplin. Mais surtout, là, ça m'a permis de leur dire, ben voilà ce que j'ai acquis comme compétences pendant mon service civique. Je peux vous aider à faire ça, ça, ça. Et en fait, ça m'a permis de pouvoir être responsable du pôle mammifère. Donc, vu que je savais biberonner, par exemple, des hérissons, des lièvres, bah, du coup, j'ai pu apporter des connaissances à des bénévoles pour qu'ils puissent m'aider à nourrir les petits. J'ai pu mettre en place certaines techniques qu'ils n'avaient pas forcément pensé. Et surtout, moi, en contrepartie, j'ai appris énormément de choses sur les protocoles qui étaient complètement différents, la prise en charge des animaux qui était aussi complètement différente. Donc voilà, j'ai vu un tout autre aspect de manager un centre de soins et prendre en charge des animaux, qui était super intéressante aussi. Et ça a été une expérience aussi très enrichissante. Et aussi, ça a permis de voir d'autres espèces que j'avais pas pu voir jusqu'à présent, notamment ils prennent en charge des phoques parce que voilà, eux ils sont habilités pour ça. Et pendant mon service civique, on avait très peu d'animaux marins, on n'avait pas de mammifères marins et on avait très peu d'animaux marins, quoi. Donc voilà, ça permet aussi d'avoir une vision plus globale sur la prise en charge d'autres espèces. Suite à ça, il fallait que je trouve quand même un travail un peu rapidement puisque on peut pas vivre toute sa vie sur du bénévolat. Et c'est un peu le problème dans ce domaine, c'est que c'est bien de faire de l'expérience, mais on peut pas faire du bénévolat toute sa vie. Donc c'est vrai qu'en contrepartie, il faut trouver un moyen pour se faire de l'argent. Et moi, vu que je suis quand même quelqu'un d'assez vagabond, ma technique, c'est de faire
des expériences un peu par-ci par-là en centre de soins et en contrepartie, je fais des saisons d'été, d'hiver en restauration. Je suis animatrice de colonies de vacances, voilà. Donc du coup, je me fais de l'argent comme ça. Et donc suite à ça, j'ai trouvé un poste de soigneuse en centre, c'est pas en centre de soins, c'est dans un parc animalier qui récupérait en fait des animaux secourus d'abattoirs, de cirque. Alors sur le papier, ça avait l'air incroyable. J'avais pas forcément le choix. Il fallait vite que je trouve quelque chose. Et sur le papier, ça avait l'air d'être chouette. Donc j'ai foncé. C'était dans le sud. Alors je tairai le nom et je vais vous expliquer pourquoi. Sur le papier, ça avait l'air chouette. Et en fait, je me suis rendu compte que déjà, il y avait un gros turnover de salariés. Et ça, c'était un gros red flag dans les structures. Ça s'est pas du tout bien passé. En fait, je me suis rendu compte que il y avait clairement ce qu'on pouvait apparenter à de la maltraitance. Donc j'ai préféré quitter la structure. Donc je suis partie et j'ai rejoint donc mon copain qui travaillait en Finlande. Donc j'ai rejoint mon copain là-bas et le but pour moi c'était de vraiment essayer de faire du bénévolat et en même temps trouver du travail en centre de soins. Sauf que c'était assez compliqué là-bas, c'est très compliqué pour une raison évidente. Il y a très peu de centres de soins, c'est principalement en fait des gens qui prennent chez eux des animaux sauvages. Et donc, du coup, vu qu'il fait froid, il n'y a pas beaucoup d'animaux. J'étais pendant la période hivernale, donc évidemment, les animaux étaient partis en migration, il y en a beaucoup qui hibernaient. Donc ça a été très compliqué, mais avec de la persévérance, j'ai réussi à avoir des contacts de personnes qui travaillaient là-bas. Et j'ai pu rencontrer une dame qui faisait un mini-centre de soins. Donc ça aussi, c'est important de comprendre qu'en fonction des pays, on a des réglementations qui sont complètement différentes en centre de sauvegarde pour la faune sauvage. Donc voilà, c'est pour ça c'est hyper intéressant et je vous en parlerai après. Mais par exemple, quand je suis partie en Belgique, c'était aussi des réglementations qui n'étaient pas du tout les mêmes qu'en France. Donc ça aussi, c'est important de savoir la marge de manœuvre qu'on peut avoir d'un pays à un autre. Et donc ensuite, la Finlande, j'ai eu une offre d'emploi sur l'île d'Oléron en tant que soigneuse pour la faune sauvage dans un centre de soins qui s'appelle donc le Marais aux oiseaux avec une partie donc centre de sauvegarde et une partie parc qui s'apparente un peu à une réserve ornithologique pendant la période estivale parce qu'on a quelques migrateurs qui viennent s'y poser pour faire leur nid. Donc là, j'étais partie pour faire un travail saisonnier et en fait, il s'est avéré qu'il y a un CDI qui s'est ouvert. Et j'avais très envie de prendre cette place et je l'ai eu. Tout à l'heure, je vous disais que certains centres de soins sont pas forcément des associations. Et là, pour le coup, ce centre de soins et ce parc est tenu par le département de la Charente-Maritime. Donc c'est une organisation qui est totalement différente aussi puisque les moyens financiers sont différents. La gestion du personnel est complètement différente aussi. Et j'y suis restée 2 ans. Et je suis partie parce que ça se passait pas du tout bien avec la personne qui gérait le centre de soins. Donc j'ai préféré m'en aller. Je suis restée principalement du coup dans la partie parc avec de l'animation. Et là aussi, ça a été une expérience qui a été hyper enrichissante pour moi. C'est pour ça que je vous dis vraiment, c'est un conseil que j'aurais aimé qu'on me donne quand j'étais dans ma période de doute, c'est vraiment toutes les expériences sont bonnes à prendre parce que du coup, à ce moment-là, j'ai été animatrice pour sensibiliser les gens vis-à-vis de la faune sauvage. Donc en fait, je faisais des visites guidées du parc où je pouvais expliquer aux gens ce qui se passait en face de nous. Donc en fait, j'avais pris une longue vue et j'expliquais aux gens ce qu'on voyait. Donc on voyait des bébés cigognes, on voyait des bébés aigrettes, on voyait se reproduire en face de nous. Et vu que j'ai travaillé en centre de soins, j'ai pu apporter énormément de connaissances pendant mes visites guidées et ça m'a vraiment aidée. Et aussi, ça m'a permis de mettre en place des choses. Et notamment, vu que j'étais dans l'animation, j'ai pu mettre en place un grand jeu dans le parc sur un thème que je voulais. Donc, je l'ai fait sur le coucou gris, voilà, pour vous donner une idée. Un grand jeu pour sensibiliser les gens vis-à-vis des écosystèmes, sensibiliser les gens sur les centres de soins, parce qu'il y en avait beaucoup qui ne connaissaient pas ce que c'était qu'un centre de soins. Donc, ça permettait vraiment de pouvoir leur expliquer que ça existait et quelles étaient les actions à faire lorsqu'on avait un animal sauvage en détresse dans les mains. Et donc voilà, c'est pour ça a été une expérience hyper enrichissante pour moi. On est presque à la fin de mon parcours.
Ensuite, j'ai eu l'occasion de pouvoir avoir un poste de soigneuse et d'agent polyvalent à l'asinerie du Baudet de Poitou en Charente-Maritime aussi. J'ai eu un poste de quelques mois où là aussi, alors pareil, on change complètement du métier de soigneur en centre de soins. Alors, on soignait des grosses bêtes, mais pareil, j'ai pu apprendre énormément de choses et j'ai pu en fait croiser toutes mes connaissances pour améliorer certaines choses et notamment, pour donner un exemple tout bête, mais en centre de soins, on est amené à faire des coprologies. Donc, pour ceux qui savent pas ce que c'est qu'on va analyser en fait les crottes des animaux grâce au microscope pour pouvoir visualiser les microbes qu'il y a à l'intérieur, donc les bactéries, etc. Et pour pouvoir en fait adapter un traitement antiparasitaire par la suite. Donc, c'est une phase qui est très importante. Et en fait, les coprologies, je les ai appris sur le tas parce que pendant mon bénévolat aux chênes, j'ai demandé qu'on m'apprenne à le faire. Et ensuite, du coup, on m'a laissé le faire. On laisse faire les coprologies pour pouvoir savoir si l'animal il est parasité et par quel parasite il est parasité. Donc, je savais vraiment la méthode à mettre en place, etc. Et pendant mon CDD avec les ânes, eh ben, j'ai pu mettre à contribution cette compétence parce qu'on faisait des coprologies pour les ânes. Voilà, donc ça n'a aucun rapport, mais en fait, c'est une compétence que j'ai pu acquérir et que j'ai remis à contribution dans une autre expérience professionnelle. Donc, toutes les connaissances et les compétences qu'on a, ça permet d'aider. Et ensuite, je termine par ma dernière expérience en date, donc de mai à septembre 2024, où je fais un service civique européen. Donc là aussi, c'est quelque chose que je connaissais pas du tout. Et d'ailleurs, si vous avez l'occasion de le faire et de vous renseigner sur le sujet, c'est super important. Si vous avez l'occasion de le faire, faites-le. Donc à l'heure actuelle, ça s'appelle le corps solidaire européen, pardon, et c'est ce qu'on appelle, c'est enseignement le service civique européen. Donc c'est un service civique qu'on peut effectuer en Europe, mais pas que, parce que maintenant il y a des pays partenaires qui sont hors Europe. Et donc du coup, j'ai fait mon service civique l'année dernière pendant 6 mois en tant que soigneuse dans un centre de soins en Belgique, dans la partie flamande. Donc c'est pour ça que c'était très important pour moi de savoir parler assez couramment l'anglais parce qu'en fait, ils parlent flamand. Donc entre nous, on parlait anglais. Donc c'est pour ça, si vous avez l'occasion aussi de vous perfectionner et que vous avez envie d'aller à l'étranger, l'anglais, c'est quand même, ça aide beaucoup. Alors ça a été une des expériences les plus belles aussi de mon parcours professionnel jusqu'à présent. J'ai pu voir énormément de différences entre la France et la Belgique. Là-bas, c'était un centre de soins en fait qui prenait en charge la faune marine principalement. Donc ils prenaient tous les autres animaux, hérissons, oiseaux, rapaces, voilà. Mais ils sont hyper calés sur la faune marine. Et en fait, il y a plein de protocoles qui sont mis en place pour pouvoir prendre en charge les animaux marins. Alors, le nom de la structure, je vais essayer de le prononcer. Ça s'appelle Opvangcentrum Wild Eagle, un truc comme ça. C'est VOC. C'est une structure qui se situe à Ostende. Voilà. Et l'équipe est incroyable. Chaque année, ils recherchent des services civiques européens. Donc, si vous avez l'occasion, voilà, je suis encore en contact avec eux et je me suis fait déjà une équipe d'enfer qui avait les mêmes valeurs que moi. Et on est ressorti avec énormément de connaissances sur les oiseaux marins, les prises en charge, les protocoles que j'ai pu remettre à contribution dans d'autres centres de soins. Et aussi, j'ai pu mettre en place certains protocoles pour eux, pour certaines espèces dans lesquelles ils n'étaient pas forcément 100% calés. Donc voilà, c'est super chouette. Si je peux donner un conseil pour les services civiques européens, parce que en fait j'ai été face à certaines situations dont on m'avait pas forcément informée, c'est ce que je pourrais apparenter entre guillemets pas à de l'arnaque, mais à faire attention notamment pendant l'entretien, posez énormément de questions, faites-vous une liste de questions hyper précises parce que en fait ils en profitent quand même un peu. Alors je parle pas du tout du centre de soins en Belgique, mais avant j'avais fait énormément d'entretiens dans d'autres centres de soins ou structures pour faire mon service européen. Service civique européen, pardon. Et en fait, il y en avait
plein qui étaient pas du tout réglo sur, par exemple, le logement. Il y en a sur la question de la rémunération, c'était assez complexe. C'est-à-dire qu'il y a une personne qui m'avait proposé, de faire un service civique, dans une structure qui récupérait des animaux, mais en fait, il s'est avéré qu'il voulait me payer 150 € par mois. Donc, voilà. Donc il faut faire vraiment attention, vis-à-vis de ça. Il faut que tout soit, bien réglo. En tout cas, voilà, si, jamais vous avez l'occasion de le faire en Belgique, l'adresse que je vous donne, c'est la bonne adresse. Alors là, pour cette année, ils ont trouvé, toutes les personnes, mais pour l'année prochaine, si jamais, il faut que vous vous inscriviez en fait sur internet, sur les services civiques européens, et vous avez toutes les missions. Donc service civique européen, vous pouvez avoir toutes sortes de missions, possibles et inimaginables, hein, pas forcément en rapport avec les animaux, mais en tout cas c'est super intéressant si jamais vous avez l'occasion de le faire. Du coup, tu disais que c'était ta dernière expérience, mais tu fais quoi depuis septembre? Je suis partie en fait, en saison, d'hiver. J'ai travaillé, en station de ski pour me faire, max d'argent. Parce qu'après, en fait, je pars, faire un boulot qui paye pas forcément beaucoup aussi, donc j'assure toujours mes arrières. Oui, voilà, ce qui est très important aussi, c'est l'âge. Pour les services civiques et les services civiques européens, on a des âges, en particulier, et il me semble que le service civique européen, c'est 30 ans, si je me trompe pas. Donc c'est un peu plus tard que le service civique. Et je peux faire peut-être une astérix aussi sur, la formation IFSA que j'ai faite. Pour ceux qui connaissent pas, j'ai fait, l'IFSA. Donc l'IFSA, c'est une formation, il faut savoir qu'elle est pas forcément, elle est pas reconnue en fait, c'est pas un diplôme, c'est une formation. Pour l'IFSA, en fait, vous avez, plusieurs, façons de la faire. Vous pouvez aussi, faire soit soigneur animalier en zoo, soit vous pouvez combiner soigneur animalier avec assistante vétérinaire. Donc la formation IFSA, je l'ai faite. Vous avez un laps de temps, quand même, je crois que c'est 2 ans pour la faire. C'est chouette si vous voulez apprendre énormément si vous voulez avoir énormément de connaissances sur, les espèces en parc zoologique. Donc en fait, vous avez des petits livrets qui, vous permettent, je crois qu'ils vous les envoient une fois que vous avez terminé un thème, qui vous permettent d'avoir des connaissances, sur, le régime alimentaire, d'un animal en particulier, sa répartition, etc. Et en fait, pour évaluer vos connaissances, vous avez à faire des petits devoirs. Alors il y en a où c'est des devoirs, qui prennent plus de temps que d'autres, il y en a où c'est juste des questions. Alors j'ai pas trouvé ça forcément pertinent parce qu'en fait, c'est des questions dans lesquelles vous pouvez, très rapidement avoir, la réponse puisque vous avez les livres sous les yeux. Par contre, si vous voulez pas travailler en parc zoologique, je sais que c'est potentiellement quelque chose qui peut faire la différence vis-à-vis de notre CV. Clairement, je pense pas qu'en centre de sauvegarde, en tout cas en ayant parlé avec, des personnes responsables de centres de soins, ça fait pas vraiment, la différence parce que vous avez principalement des connaissances sur, la faune, on va dire entre guillemets, rhinocéros, girafe, ce qu'on n'aura jamais en centre de sauvegarde. Donc voilà, ça permet pas forcément, d'ouvrir des portes sur, les centres de soins. Mais si vous voulez travailler dans des parcs zoologiques ou faire, une formation pour être assistant vétérinaire, je sais que j'ai des copines qui l'ont fait et voilà, c'est tout à fait, à votre avantage. Vraiment pour travailler en centre de sauvegarde pour la faune sauvage, c'est vraiment l'expérience qui prime. Je peux peut-être juste, parler du fait que faire du bénévolat en centre de soins, c'est aussi, super important. Vous pouvez en parler à votre entourage et faire du bénévolat en centre de soins, c'est pas forcément, ça veut pas forcément dire que vous allez soigner des animaux, même, si vous voulez pas, par exemple, être en contact. Vous pouvez, vous pouvez aider, si vous avez des compétences en construction, en urbanisme, réparer des outils, une vieille machine à laver. Nous, on est toujours preneurs, en fait, de ces personnes-là qui peuvent donner du temps. Et aussi, si jamais vous voulez faire bénévole rapatrieur, donc c'est pour pouvoir, aider à rapatrier, des animaux, dans un point relais, par exemple, au centre de soins. Et juste rappeler que c'est déductible des impôts. Donc voilà, je fais ma petite pub pour les centres de soins, mais voilà. Dont matériel aussi, on a toujours besoin de produits ménagers, de croquettes. Et ça, pour savoir en fait les besoins des centres de soins, vous pouvez aller directement sur leur page internet et vous avez généralement des onglets qui permettent de savoir quels sont leurs besoins ou vous abonner aux newsletters.
Alors, je vais réaliser ma première journée de stage au centre de soins Beauval. J'ai une copine qui fait du bénévolat là-bas. Aurais-tu des conseils ou des astuces à me donner vu que c'est ma toute première expérience? Eh ben, qu'est-ce que je pourrais te donner comme conseil? Déjà, en fait, vous allez jamais être lâché dans le grand bain quand vous travaillez avec des animaux comme ça. On vous laisse jamais tout seul. C'est très important de savoir faire les choses correctement parce que vous avez la vie entre les mains. Donc, tu vas tout le temps être en binôme avec quelqu'un et tu vas être formé par des personnes qui savent faire. Donc, être très à l'écoute et surtout retenir le maximum de conseils qu'on pourra te donner. La plupart du temps, les gens sont très bienveillants et c'est normal de ne pas savoir faire correctement une contention dès les premiers jours. Ça s'apprend, c'est avec l'expérience qu'on apprend à faire les choses. Donc, ne te stresse pas du tout. Et surtout, pose plein de questions. C'est super important. J'entends beaucoup de personnes qui me disent j'ose pas poser des questions, mais en fait nous quand on est avec quelqu'un qu'on forme, on est super content. Bon, alors après il faut choisir le bon moment. C'est sûr que tu vas pas raconter ton parcours pendant que tu es en train de soigner un animal. Il y a bien évidemment le moment propice. Mais vraiment, n'hésitez pas à poser des questions parce que nous, on est super content d'avoir quelqu'un qui se montre intéressé en face. Et donc, du coup, voilà, n'hésite pas à poser des questions. Et n'hésite pas aussi, en tout cas, moi, c'est ce que je faisais avant d'aller faire une expérience. Je me faisais une liste des attentes que j'avais. Et pendant mon premier jour, quand j'avais un entretien avec une soigneuse, je disais bon ben voilà, moi j'aimerais bien apprendre à faire ça, ça, ça. Et ça, par exemple, une fois que tu es un peu plus à l'aise dans tes premiers jours, tu peux justement te faire une petite liste de ce que tu aimerais savoir faire, être un peu plus autonome sur certaines choses et ou juste voir si par exemple tu es intéressé pour voir comment se fait un diagnostic, participer visuellement ou voir comment on fait des points. N'hésite pas vraiment à demander, tu n'as rien à perdre et je pense pas qu'on te dira non, au contraire, on est toujours preneur pour le maximum de questions et donner le maximum de connaissances aux gens. On est même super fiers de pouvoir donner le maximum de connaissances. Tu as dit que tu avais amélioré ton anglais, mais du coup, quand tu es partie en Finlande, c'était quoi ton niveau? Car l'anglais et moi, c'est un peu compliqué, mais j'aimerais travailler à l'étranger aussi. Est-ce que tu dois connaître toutes les espèces qu'accueillent les centres de soins en temps normal ou pas forcément? C'est super intéressant comme question parce qu'en fait, c'est un point que je voulais aussi parler, donc merci pour ta question. Alors, mon anglais, on va dire que là où j'ai vraiment amélioré mon anglais, je ne l'ai pas dit entre-temps, mais je suis partie juste avant de travailler au Pays de Galles. J'étais partie travailler 3 mois en Angleterre. J'ai travaillé dans un pub en tant que barmaid et serveuse. Ça m'a vraiment aidé dans l'amélioration de mon niveau d'anglais. Et après, mon woofing, on va dire que ça a vraiment été l'expérience qui a clôturé le fait que bon, bah, c'est bon, tu sais quand même bien te débrouiller en anglais. Parce qu'en fait, quand tu pars faire du woofing à l'étranger, donc en tout cas, moi, c'était le cas, j'étais entourée que de personnes anglaises ou alors les autres woofers venaient de pays étrangers. Donc en fait, le seul moyen de communiquer entre nous, c'était l'anglais. Et au début, tu bafouilles un petit peu ce que tu peux. Et au fur et à mesure, en fait, tu t'améliores et tu vas avoir une différence notable à la fin de ton séjour parce que t'as pas le choix, en fait. On va pas te donner les mots, la traduction. C'est super important de se donner un coup de pied aux fesses et de se jeter dans le grand bain. Et la deuxième question, est-ce que tu dois connaître toutes les espèces qu'accueillent les centres de soins en temps normal ou pas forcément? Eh ben, c'est une bonne question dans le sens où quand tu commences à travailler en centre de soins et que t'as pas ou que tu veux faire du bénévolat ou que t'as jamais côtoyé les espèces au préalable,
En fait, tu apprends sur le tas. Au fur et à mesure, en posant des questions, en faisant, tu vas voir énormément d'espèces d'oiseaux que tu n'avais sûrement peut-être jamais vues au préalable. Et quand tu vas la voir, parce qu'elle est arrivée suite à un chat qui l'a prédaté, et tu vas te dire, ah, c'est quoi cette espèce? Tu vas pouvoir poser des questions. Donc, en fait, grâce à l'expérience, tu vas pouvoir te perfectionner. Et le point important, je pense, c'est vraiment le travail personnel. Et ça, c'est quelque chose que je voulais mettre le point dessus. C'est qu'en fait, il y a énormément de travail perso à la maison. C'est-à-dire que, par exemple, moi, pour me perfectionner pour la reconnaissance des espèces d'oiseaux, la reconnaissance visuelle, j'ai une application en fait qui me permet de faire des tests pour pouvoir reconnaître. Vous l'avez sur Play Store, vous avez plein d'applis, ou même sur Internet, vous cherchez reconnaissance visuelle des oiseaux, et en fait, vous avez des quiz où vous avez une image d'oiseau qui arrive, et vous devez noter le nom de l'espèce. Et ça, j'avoue que j'ai passé vraiment des heures entières pour pouvoir, avant de travailler en centre de soins, ou pendant, pour être vraiment incollable sur la reconnaissance visuelle. Et je fais exactement la même chose pour reconnaissance auditive. Donc pour le chant des oiseaux, j'ai une application aussi, et tous les soirs avant d'aller me coucher, je faisais ça pour pouvoir me perfectionner. Et après, je vais beaucoup sur le terrain aussi, faire de l'observation, et je prends des photos de l'oiseau, et après, avec mon guide ornithologique, le soir à la maison, je fais ça. Voilà, donc c'est super intéressant. Petite question sur ton parcours. Quelle est ta meilleure expérience animalière depuis le début, et pourquoi? Alors, ma meilleure expérience, alors j'arriverai pas en fait à dire quelle est ma meilleure expérience, juste parce que, comme je le disais tout à l'heure, chaque expérience a vraiment son importance et son utilité dans ton parcours de vie, dans ton parcours professionnel. Donc, j'arriverai pas à répondre à cette question. Toutes les expériences sont bonnes à prendre. Après, forcément, il y en a, comme je vous ai expliqué, il y en a qui sont mieux que d'autres. Il y en a qui se sont mieux passés que d'autres. Mais en tout cas, ça forge toujours, même si c'est pas une très bonne expérience, ça forge toujours, et ça te permet toujours de te remettre en question et de poser certaines limites vis-à-vis de tes valeurs, ou vis-à-vis de la manière dont tu veux être traité. Donc, bonne comme mauvaise, toutes les expériences sont bonnes à prendre. Si c'est pas indiscret, est-ce qu'au niveau du salaire, c'est suffisant selon toi? Perso, j'ai pas fait ça pour l'argent, mais c'est une partie majeure de la société, donc il faut y penser également, malheureusement. Oui, t'as totalement raison. Alors, si vous voulez être riche, je pense pas que dans le domaine de l'environnement, ça soit le meilleur domaine. En tant que soigneur, ça dépend encore aussi beaucoup de la structure. Tu vas avoir des structures qui vont avoir plus d'argent que d'autres. Le salaire moyen, c'est un SMIC en tant que salarié en centre de sauvegarde. Après, tu peux avoir divers avantages, et notamment, je pense à certaines structures où tu peux avoir des chèques, par exemple, des chèques vacances à la fin de l'année. Tu peux avoir... moi, par exemple, quand j'étais employée en tant que fonctionnaire, du coup, j'avais les avantages de fonctionnaire, mais c'est quand même assez rare. Et si tu te reposes sur le salaire... voilà, il faut savoir en fait quelle est ton exigence. Et après, fonction du salaire pour les services civiques, c'est vrai que c'est un salaire qui est pas un salaire, qui est une indemnisation. Et pareil pour le service civique européen, ça varie entre 400 et 500 euros. Donc voilà, il faut quand même assurer ses arrières. J'adore aussi la part d'activisme qu'il y a dans ce métier, réparer, comme tu dis, l'anthropisation, même si mon métier de rêve numéro 1, c'est veto. Mais c'est cool de voir qu'on peut se réorienter comme ça, et c'est tout à fait satisfait. Ouais, t'as totalement raison. C'est vraiment la réflexion que je me suis fait. Quelle est la différence entre un soigneur et un vétérinaire? Je n'arrive pas trop à comprendre les différences. Il y en a une très très grosse. C'est que le vétérinaire, il va avoir la responsabilité de, on va dire, l'aspect chirurgical et euthanasie. Donc, il va avoir énormément il va avoir un rôle beaucoup plus partie soins. Après, c'est vrai que dans certains centres de soins, des fois, la limite, elle peut être fine entre soigneurs et vétérinaires par manque de vétérinaires sur place, par exemple. Ça, tu pourras le voir en fonction des différents centres de soins.
Mais par contre, là où est vraiment la différence, c'est que c'est le vétérinaire qui a le produit euthanasiant. C'est lui qui va permettre de délivrer des ordonnances pour les médicaments. C'est vraiment lui qui va faire les opérations. Voilà, tout ça, c'est ce qu'un soigneur n'est pas habilité à faire, puisqu'on n'a pas fait des études pour faire de la chirurgie. Tu as fait ta formation IFSA. Après toutes tes expériences en centre, elle t'a été utile et est-ce que tu penses qu'elle est accessible à ceux qui n'ont pas cette expérience en amont? Alors non, la formation IFSA, je ne l'ai pas du tout fait après toutes mes expériences. Je l'ai même fait juste après mon service civique au Ticodrome. Donc, et je l'ai même fait pendant mon service civique au Ticodrome, pour te dire. Donc, il faut pas du tout... elle est accessible à tout le monde. Il suffit juste un peu de travail et être un peu assidu parce que c'est quand même beaucoup de choses à assimiler. Mais je l'ai pas du tout fait après mes expériences en centre de soins. J'ai même fait pendant ma première expérience en centre de sauvegarde. Est-ce qu'elle m'a été utile? Je vais être honnête avec vous, elle m'a pas forcément été utile en centre de sauvegarde parce que du coup ça m'a pas permis d'avoir des connaissances sur la faune sauvage qu'on accueille en centre de sauvegarde. Par contre ça m'a permis d'avoir énormément de connaissances personnelles sur le mode de reproduction des animaux qu'on peut accueillir, qu'on peut avoir en zoo et c'était plus pour moi du coup une partie personnelle pour avoir énormément de connaissances, mais ça m'a pas aidé dans mon monde professionnel en tout cas. Mon compte Instagram, c'est Megan Rénage. On peut discuter si je peux aider, en tout cas à répondre à des questions. Ça m'arrive souvent, des fois, de même partager des expériences avec des personnes parce que moi aussi j'ai besoin de savoir certaines choses parce que c'est pas du tout acquis, comme je vous ai dit, j'ai pas de poste fixe à l'heure actuelle, mais c'est juste voilà, pour pouvoir éclairer certaines personnes. Et pour terminer, je conclurai sur le fait que voilà, c'est les centres de soins, c'est si vous pouvez faire du bénévolat ou en parler autour de vous, c'est super important. Et surtout, renseignez-vous auprès des gestes à avoir pour quoi faire quand vous trouvez un animal sauvage en détresse dans la nature. Et puis merci beaucoup de m'avoir écouté et j'espère que ça aura aidé quelques-uns sur les questions que vous vous étiez posées. J'espère que cet épisode t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à laisser un avis et à partager autour de toi. Tu peux retrouver tous les liens utiles dans la description. Pour rappel, retrouve comment aider les associations partenaires sur mon site conservationjourney.org ainsi que toutes les ressources pour t'orienter. Il y a autant de manières de s'engager pour la préservation de la biodiversité qu'il n'y a d'humains, alors j'espère que ce podcast et toutes mes ressources vous aideront à trouver la vôtre. À bientôt dans un nouvel épisode.